Grand 6, le passé de Gigri. Les Phéniciens. Au moment où l'attention du roi est portée sur Gigri, ce modeste port au pied des monts Babor de Petite Kabylie a déjà une histoire qui a débuté bien longtemps avant qu'en 1714, les frères Barberousse ne s'y installent. Dès les derniers siècles du second millénaire avant notre ère, les Phéniciens parcouraient déjà les côtes d'Afrique du Nord et franchissaient le détroit de Gibraltar pour aller chercher l'argent d'Espagne et l'or du Soudan. Sur leur parcours, ils faisaient escale de 30 km en 30 km au rythme de leur navigation. Le site où se construira plus tard le port romain d'Igilgili, bien que mal abrité des vents du nord, faisait partie de leurs étapes. Mais c'est beaucoup plus tard, au VIe siècle avant notre ère, qu'après avoir édifié Utique et Carthage, les Phéniciens commencèrent à fonder des établissements permanents sur les côtes algériennes. L'un d'eux le fut sur le site d'Igilgili. C'est de cette époque que datent les tombes phéniciennes qu'on y trouve encore de nos jours. Les Berbères qui y résident alors sont encore à l'âge néolithique et pour la plupart nomades. Les Phéniciens leur apportent les premiers éléments de la civilisation. Ils leur font notamment connaître l'architecture et l'industrie qui vont accélérer leur sédentarisation. Au IVe siècle avant notre ère, Carthage prend le pas sur les autres fondations phéniciennes de l'Afrique du Nord. Mais les Berbères, en multipliant les révoltes, manifestent à l'égard des Puniques cet esprit d'indépendance auquel se heurteront tous les envahisseurs. Les tribus se fédèrent au IIIe siècle pour former les deux royaumes numides indépendants, de Massaïlis à l'ouest et de Massil à l'est. Igilgili fait partie du royaume Massil, situé à la frontière ouest des territoires carthaginois. Son roi, Massinissa, essaye de faire de la Berbérie un État unifié et indépendant. Il proclame que l'Afrique doit appartenir aux Africains. Cette doctrine est bien faite pour séduire ses sujets, volontiers xénophobes. Il étend rapidement son royaume à l'ensemble des territoires numides et installe sa capitale près de Constantine. Le Maghreb ne sera jamais, nous dit Charles-André Julien, Tantine. Le Maghreb ne sera jamais, nous dit Charles-André Julien, plus près de réaliser l'ébauche d'une nation libre et de développer sa civilisation autonome. Massinissa s'allie aux Romains pour lutter contre Carthage, mais il meurt en 148, 2 ans avant que Scipion Émilien ne donne l'assaut final contre la cité punique. Les Romains et les Vandales. Jugurtha, petit-fils de Massinissa, rompt l'alliance avec Rome qui, à son gré, intervient trop dans les affaires de son royaume. La guerre de Jugurtha contre Rome, dont Sallust a fait ce récit fameux, qui charme ou rebute tout débutant dans la langue latine, se termine en 104 avant Jésus-Christ dans les prisons de Rome par la strangulation du dernier guerrier numide. La Berbérie passe alors sous contrôle romain. Elle devient un des sièges du conflit armé entre César et Pompée, qui doivent tous deux lutter contre les insurrections indigènes. Lors de la constitution du deuxième triumvirat romain et du partage de l'Empire, l'Afrique échoit à Octave, qui y amorce une politique de colonisation et d'urbanisation et qui fonde sur les côtes d'Algérie, 6 cités dans celle d'Igilgili. Octave, devenu l'empereur Auguste, restaure le royaume de Numidie dont il fait l'aumône à Juba, un petit-neveu de Jugurtha. Juba a été élevé à Rome, où il l'a marié à Cléopâtre Sélénée, la fille d'Antoine et de la grande Cléopâtre. Ce souverain, réduit par le protectorat romain à un rôle de parade, se console en faisant des collections artistiques et de la mauvaise littérature. Il installe sa capitale à Iole, qu'il baptise Césaria pour complaire au maître du monde. Il l'embellit d'un vaste ensemble de constructions avec temples, palais et théâtres. Partout, il distribue des statues qui enrichissent aujourd'hui les musées d'Alger, de Cherchell et de Volubilis. À sa mort, son fils Ptolémée, dernier souverain à porter le nom prestigieux de la dynastie hellénistique d'Égypte, et malgré sa fidélité sans faille à Rome, assassiné à Lyon en 40 après Jésus-Christ sur ordre de Caligula, qui s'empare de sa fortune et de son royaume. L'assassinat de Ptolémée provoque dans toute la Numidie une insurrection que l'empereur Claude met plus de 3 ans à mater. C'en est fait de l'indépendance de la Berbérie.
Les Romains étendent leur domination en Afrique du Nord et renforcent leurs implantations militaires. Cette période romaine est marquée par le développement d'un christianisme triomphant et par de nombreux conflits religieux. Entre parenthèses, lutte contre catholiques et donatistes, persécution romaine. À partir du milieu du IIIe siècle, la puissance romaine se désagrège progressivement. Les insurrections se multiplient. L'une d'elles, en 371, est menée par un prince berbère chrétien, Firmus, qui s'empare de Aeole Cæsarea et puis Icosium. Firmus échoue finalement devant Tipasa, bien qu'il ait imploré Salsa, la sainte patronne de la ville. Pour mettre définitivement la révolte de Firmus, Rome envoie son meilleur général, le maître de cavalerie Théodose, père du futur empereur Théodose I. Le général débarque à Gilgili en 373 et réussit après 3 ans de rudes combats à battre Firmus qui finit par se suicider. En 429, la région passe de la domination romaine à celle des Vandales de Genséric. Les Arabes. Après un siècle d'occupation vandale, la Kabylie passe en 533 sous la domination des Byzantins lors de leur reconquista de l'Empire romain. Encore un siècle, et en 670, ce sont les Arabes, menés par Okba, qui attaquent le Maghreb. Ils font la conquête de la Tunisie, mais se heurtent dans les Aurès au chef berbère Kousseïla, associé aux troupes byzantines. Okba le conquérant est tué près de Biskra. Kousseïla s'empare de Kérouan, où les Arabes ont installé leur capitale. L'offensive des envahisseurs reprend 2 ans plus tard. Kousseïla est tué à son tour. Mais les conquérants doivent maintenant affronter la Kahina, la reine des Aurès, qui inspirera tant de légendes et qui, d'après les historiens arabes, aurait été de religion judaïque. La Kahina pratique la politique de la terre brûlée, mais sa résistance ne dure qu'un temps. Finalement vaincue, elle est exécutée, sa tête est envoyée en trophée au calife. C'est la fin de l'héroïque défense des Berbères qui, pourtant, ne se soumettront jamais complètement aux Arabes. Ceux-ci imposent l'islam aux Berbères par une vigoureuse politique de conversion. Mais le peuple arabe ne s'intégrera jamais en Afrique du Nord. Pas plus que les Romains et les Vandales ne l'ont fait auparavant, ni que les Turcs et les Français ne le feront plus tard. Aujourd'hui, si l'Algérie est dans sa majorité de culture et de langue arabe, sa population est demeurée berbère. Les 8 siècles de domination arabe qui séparent la mort de la Kahina de l'arrivée des Turcs au Maghreb sont marqués par une histoire tourmentée où se succèdent, se chevauchent et se combattent d'innombrables dynasties, royaumes, empires arabes ou berbères, plus ou moins dépendants du calife d'Orient. Pendant tous ces siècles, la résistance des indigènes, notamment des Kabyles, est constante. Au IXe siècle, les sultans arlabites de Kérouan règnent sur la Tripolitaine et sur le territoire qui englobe la Tunisie et l'Est algérien, et que les Arabes dénomment l'Ifriqiya. Néanmoins, en Kabylie, la tribu berbère des Kotama, qui occupe le territoire entre Gijri, l'ancienne Gilgili des Romains, Sétif et Constantine, échappe complètement au contrôle du sultan et manifeste à l'égard de l'occupant arabe une hostilité violente. Curieusement, c'est dans le domaine de la religion que les Berbères convertis à l'islam vont manifester leur résistance aux Arabes. De nombreux schismes naissent en opposition à l'orthodoxie sunnite. Le kharidjisme aux exigences morales extrêmes va prendre la forme d'une insurrection et donner naissance à plusieurs royaumes en opposition aux dynasties orthodoxes et arabes en place aux 2 extrémités du Maghreb. La tribu des Kotama, le schisme et les Fatimides. C'est en Kabylie, non loin de Gijri, que le schisme va prendre son essor. Ce schisme sera plus important et plus durable que les précédents, puisque son opposition au sunnisme est, de nos jours encore, la cause de la plupart des conflits internes à l'islam. Le schisme s'oppose à l'orthodoxie sunnite sur la question de la succession des califes. Sa doctrine implique que seuls les descendants d'Ali, le gendre de Mahomet et mari de Fatima, peuvent être reconnus comme califes. Cette exigence exclut toute possibilité d'élection ou de désignation arbitraire du calife. Ce schisme légitimiste
né en Orient et, dès son éclosion, violemment réprimé par les califes sunnites. Les chiites attendent l'apparition du Mahdi, dernier descendant d'Ali, qui, sauveur du monde, le gouvernera personnellement par droit divin pour y assister le triomphe de la paix et de la justice et dispenser aux musulmans une prospérité incomparable. C'est en Syrie que le Mahdi apparaît à la fin du XIXe siècle en la personne d'Obaïdallah. Mais étrangement, c'est au Maghreb que le schisme va se développer grâce à cette modeste tribu des Kotama de la région de Jijri. Abu Abdallah, un homme de confiance du Mahdi, rencontre des pèlerins Kotama à la Mecque. En 893, il les suit au Maghreb, s'installe à Ikjan, une forteresse inexpugnable des montagnes de Petite Kabylie, à une quarantaine de kilomètres au sud de Jijri. Abu Abdallah prêche le schisme et convertit le Kotama. L'émir arlabide de l'Ifriqiya réclame l'extradition d'Abu Abdallah. Non seulement les Kotama refusent, mais ils se regroupent en une armée fanatisée aux ordres de leur nouveau chef spirituel pour se lancer contre l'Ifriqiya. Au début, les combats sont incertains, mais en 904, Abu Abdallah s'empare de Sétif. Après plusieurs victoires, il occupe tous les points stratégiques du pays. Il met finalement l'armée arlabide en déroute et le 27 mars 909, il entre à Raqada, le siège du groupement de l'Ifriqiya à quelques kilomètres de Kérouan. Le Mahdi, Obaïdallah, rejoint Abu Abdallah en Tunisie où il reçoit le serment de fidélité de toutes les tribus, entre autres celle des Kotama et celle de Kérouan. Il s'arroge le titre de calife en opposition à celui d'Orient. Le 25 janvier 910, il fait une entrée solennelle à Kérouan. C'est le triomphe du schisme et surtout celui de la petite tribu kabyle des Kotama. C'est elle qui a constitué l'ossature de l'armée du Mahdi. Elle va maintenant fournir des contingents nécessaires à la conquête du reste du Maghreb et de la Sicile. Un conflit éclate entre le Mahdi et Abu Abdallah. Les Kotama tentent d'assassiner le Mahdi, mais c'est lui qui finit par tuer Abu Abdallah. Débarrassé de son ancien disciple, Obaïdallah finit de pacifier l'ensemble de l'Ifriqiya. Se considérant comme l'héritier légitime de l'empire musulman tout entier, il tourne ses armes vers l'Égypte. Avec l'aide des Kotama, qui l'ont rallié par fidélité au schisme, il s'empare d'Alexandrie. Mais battu par les renforts envoyés par le calife de Bagdad, il doit renoncer et rentrer à Raqada. Le Mahdi et ses successeurs ne se décourageront pas. Ils tenteront encore, à de nombreuses reprises, de s'emparer de l'Égypte. Il leur faudra cependant attendre le règne d'El-Mu'iz, troisième successeur d'Obaïdallah, pour qu'en 969, son armée forte de 100 000 hommes, parmi lesquels figurent toujours en bonne place les contingents Kotama, pénètre au Caire. Les Fatimides s'installent en Égypte. Ils y régneront 2 siècles, pendant lesquels leur armée au Caire conservera toujours dans ses rangs des guerriers Kotama de la région de Jijri. En 986, à Kérouan, le sultan El-Mansour essaie de se débarrasser de la domination fatimide. Le Caire envoie un émissaire au pays Kotama pour soulever de nouveau le redoutable tribut contre El-Mansour. La rébellion dure 2 ans, mais les Kotama, déjà saignés par leur longue campagne au Maghreb, en Sicile et en Égypte, ne peuvent résister à la répression sauvage d'El-Mansour. En 986, c'est la disparition définitive de cette vaillante tribu de Petite Kabylie qui vient d'écrire en un siècle une page importante de l'histoire de l'islam. La Kabylie hammadite, l'invasion hilalienne. La Kabylie va continuer à se murer dans ses montagnes et à s'opposer aux nouveaux venus. Au début du XIe siècle, la tribu des Beni Hammad, pour se libérer de la tutelle des émirs de Kérouan, crée un royaume indépendant dont la capitale, la Qal'a, s'élève sur les pentes du Djebel Madid, dans le massif du Hodna, à une centaine de kilomètres au sud de la côte kabyle. Jijri fait partie de ce royaume. Au même moment, l'émir de Kérouan rampe avec les Fatimites du Caire qui, pour mater cette nouvelle sécession, lancent sur les Ifriqiya les Arabes de la tribu pillarde des Beni Hillel.
Ces Bédouins avaient été internés en Haute-Égypte pour leurs méfaits. Le calife du Caire fait coup double en se débarrassant d'hôtes extrêmement gênants et en punissant un rebelle. Les Bédouins hilaliens s'emparent de Kairouan en ravageant le pays. L'Ifriqiya est livré à l'anarchie. Au début des attaques des Hilaliens, les Hamadites, eux aussi opposés à Kairouan, s'en fait des alliés. Mais son territoire à son tour menacé, l'émir hamadite El-Mansour est contraint en 1090 d'abandonner la Qal'a et de transférer sa capitale à Bougie. Cette cité est située au débouché naturel de la route qui, par le défilé des portes de fer et la vallée de la Soumam, conduit de la Qal'a des Beni Hamed à la mer. Elle va devenir une des principales villes de Berbérie et un centre intellectuel important jusqu'à sa conquête en 1150 par une autre dynastie berbère, celle des Almohades. Charles-André Julien qualifie cette invasion hilalienne d'événement le plus important de tout le Moyen-Âge maghrébin. C'est elle, bien plus que la conquête arabe, qui a transformé le Maghreb pour des siècles. Les Bédouins apportèrent avec eux leur langue. De cet arabe bédouin viennent la plupart des dialectes arabes ruraux parlés aujourd'hui en Afrique du Nord. Ils apportèrent aussi leurs mœurs pastorales. Enfin, le royaume hamadite, dont les chefs ont cru pouvoir se servir des Arabes, se recroqueville autour de Bougie, bien heureux de ne pas périr. On vit alors ce fait paradoxal qu'a signalé Georges Marcet. Ces berbères montagnards se tournèrent vers la mer et créèrent des principautés maritimes. Normands de Sicile, Pisans génois. Mais les Normands qui se sont établis dans l'Italie du Sud et en Sicile vont s'opposer aux visées maritimes des berbères hamadites. Le roi de Sicile, Roger II, essaie à plusieurs reprises de prendre pied sur la côte de l'Ifriqiya. En 1134, il s'empare de Gerba, d'où sa flotte va porter ses coups contre les ports du littoral maghrébin. En 1143, il attaque Gijri, où Yahya, un des derniers souverains hamadites, un amateur de chasse, a fait construire un château de plaisance. Les Normands se présentent devant la ville, d'où la population s'enfuit. Ils y pénètrent, la détruisent complètement, mettent le feu au château et se retirent. Chaque année, les Normands de Sicile reviennent à Gijri pour y commercer. Les géographes arabes parlent de Gijri comme d'une cité maritime et commerciale accueillante qui exporte des figues et des noix, de l'orge, du chanvre et du lin, de la cire et du miel et un cuir de qualité. La ville possède un port naturel, le Mers Chara, petit mais bien abrité. Au XIIe siècle, les commerçants pisans succèdent aux Siciliens et pendant 50 ans, Gijri va fournir à Pise une grande partie de ses cuirs écrus. Au XIIIe siècle, les Génois vont pendant un temps occuper la ville. Ils obtiennent du roi de Bougie l'autorisation de fonder un comptoir qu'ils garderont jusqu'à l'arrivée des Turcs 2 siècles plus tard. La tribu de Koukou. À l'intérieur du pays, royaumes et insurrections kabyles continuent à se succéder. À la fin du XVe siècle, le territoire maghrébin se morcelle et la Kabylie obéit au roi de Koukou, un repère d'aigle accroché au Djebel Yahya dans l'est des monts d'Urdurdura, à 8 km de la petite ville dénommée Michelet par les Français au XIXe siècle. Les ports du Maghreb constituent des sortes de républiques organisées pour la course qui arment des galères non seulement pour piller, mais également pour mener la guerre sainte contre les chrétiens. Les frères Barberousse et les Turcs. En 1504, les frères Barberousse viennent de transférer leurs activités de pirates au bassin occidental de la Méditerranée. En 1509, les Espagnols, inquiets de l'activité des pirates, occupent Bougie. Les Génois, ne voulant pas être en reste, s'emparent en 1513 de Gijri. Ils y construisent un château et y laissent une garnison. Un an plus tard, Harouch, l'aîné des Barberousse, s'empare de la ville dont il va faire le berceau de sa puissance et d'où il partira à la conquête du Maghreb.